Tout de suite, pour entamer de façon à rattraper le léger retard, Madame la ministre Elisabeth Moreno, qui est chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, bonjour. Bonjour. Je dis également bonjour à Laurence Drake, déléguée générale de la Fondation FARS. Bonjour. Je dis bonjour à distance à Céline Bonner, déléguée générale de la Fondation Kering. Bonjour. Ensuite, Anne-Sophie Longlot, présidente du réseau SNCF Mixité. Du réseau SNCF Mixité, bonjour. Bonjour. Et puis Sabine Bourgeon, qui est la directrice régionale Île-de-France-Est de Corian. Bonjour. Bonjour. Et nous serons rejoints tout à l'heure par Julie Etienne, qui est la conseillère en économie sociale et solidaire à l'agence ELIA, qui est un bailleur social en région. Alors, Madame la Ministre, comme effectivement nous sommes ici pour parler d'élections de violence conjugale et que c'est dans le cadre d'un plan politique d'envergure, je préfère vous laisser la parole immédiatement pour aborder ce sujet. Merci beaucoup, chère Catherine. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ce ministère qui est aussi le vôtre. Chère Laurence Drake, c'est un... On dit drac. On dit drac. On dit drac. Ah, on dit drac. Très bien. Laurence, c'est un plaisir pour moi aussi de vous accueillir ici parce que je sais le travail remarquable que vous faites avec cette belle structure qu'est FAS. Et je veux aussi en profiter pour saluer toutes les personnes que vous avez présentées parce que évidemment, sans la SNCF, sans Kering, je crois que nous avons Sabine Bourgeon, nous avons Anne-Sophie Nom. Oui. Anne-Sophie, oui. Sabine, Julie. C'est important pour moi de les saluer parce que vous ne pouvez pas imaginer, depuis un an que je suis dans ce ministère, combien je me rends compte que les personnalités, plus que les titres, plus que les fonctions, ce sont les engagements personnels qui font toute la différence. Et j'avais presque envie de dire, je ne suis pas surprise qu'il n'y ait que des femmes autour de cette table ronde, et je pense que nous aurons véritablement gagné cette bataille quand il y aura autant de femmes que d'hommes qui s'intéresseront à cette question des violences. Vous savez combien le rôle des associations sur les sujets de violence conjugale est essentiel. Parce que les femmes ne sont pas que femmes, elles ne sont pas que mères, ce sont aussi des professionnels que l'on ne reconnaît pas suffisamment à mon goût dans le monde de l'entreprise par tout le talent et les compétences qu'elles ont à faire valoir, mais ce sont aussi des professionnels qui, lorsqu'elles sont violentées, brutalisées, ne peuvent pas être en possession de leurs pleins moyens, de leur pleine potentialité pour réussir dans l'entreprise. Je ne cesse de dire que clamer la place des femmes dans les entreprises, ça n'est pas leur faire la charité, c'est être intelligent pour les entreprises. Parce qu'à un moment en plus aussi difficile de notre histoire, aucune entreprise ne peut se passer de 50% de ses talents. Les femmes constituent au moins 50% de la population française et je crois qu'il est vraiment plus que temps maintenant de se saisir de toutes les questions qui les concernent et malheureusement, les violences qu'elles subissent font partie de ce sujet. Comme vous le savez, le président de la République a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause de ce quinquennat et on ne peut pas parler d'égalité entre les femmes et les hommes si on ne protège pas les femmes de toutes les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent au quotidien. Et moi, je crois que cet engagement que le président de la République et tout le gouvernement a pris, parce que pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, chaque ministère de ce gouvernement a une feuille de route sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'intérieur, que ce soit la justice. Donc, ça n'est pas une cause que je porte seule, c'est l'ensemble du gouvernement. Et je crois que cet engagement doit aller plus loin que l'égalité professionnelle, parce que quand on pense au monde aux femmes dans le monde professionnel, on pense à la révolution, on pense aux quotas, on pense à la loi de Marie-Pierre Rixain, mais ça va bien plus loin que ça. Moi, je pense qu'il faut absolument prendre en compte la lutte contre les violences conjugales, parce que les femmes victimes de violences conjugales sont aussi les salariés des entreprises. Cette semaine, vous le savez probablement, nous allons beaucoup parler des violences parce que ce sont les 2 ans du Grenelle des violences conjugales et je veux juste rappeler que 2 salariés sur 10 déclarent avoir subi
ou subir des violences conjugales. Et ça donne tout le sens à l'existence de FACE. Et je crois, Laurence, que vous disiez que les violences ne s'arrêtent malheureusement pas aux portes du domicile et qu'elles ne s'arrêtent malheureusement pas aux portes du monde du travail. Elles sont dans l'espace public, elles sont dans tous les environnements. Et les conséquences de ces violences ne doivent pas nous faire oublier que d'abord nous parlons d'êtres humains et que ensuite l'entreprise a sa place à prendre sur ce combat. L'année dernière, vous vous souvenez, on avait réuni des chefs d'entreprise le 25 novembre dernier pour leur demander ce qu'ils faisaient. Et je me souviens de Michel-Édouard Leclerc qui me disait, avec la plus grande sincérité du monde, Madame la ministre, moi, je n'ai jamais osé intervenir sur ces questions parce que je pensais qu'elles faisaient partie de la sphère privée. Oui, et beaucoup ont pensé ça. Beaucoup d'entre nous, même quand c'était nos amis, même quand ce sont nos amis, parfois on n'ose pas intervenir. Mais il faut juste se rappeler qu'intervenir dans le cadre des violences conjugales, parfois, c'est simplement sauver des vies. Et il ne faut pas qu'on se dise, mon Dieu, si j'avais su, j'aurais réagi. Et aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Et c'est une très très bonne chose, et je pense que c'est ce travail collectif qui nous l'a permis. On va présenter à la rentrée la version finale du document aux partenaires sociaux qui, j'en ai la certitude, va accueillir avec engouement la prise en compte des violences conjugales dans la constitution du label égalité professionnelle, parce que les politiques de lutte contre les violences ne sont pas l'exclusivité des TPE et des PME, et on en a la preuve aujourd'hui avec les entreprises qui sont représentées. Je voudrais juste rappeler qu'elles représentent plus de 3 millions d'entreprises en France, des PME et des TPE, et nous avons ensemble rédigé un guide relatif à l'égalité professionnelle en y intégrant la lutte contre les violences conjugales. C'est déjà une très bonne étape. Vous l'aurez compris, la lutte contre les violences conjugales ne peut évidemment pas se faire sans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Et c'est pour cela qu'encore une fois, du fond du cœur, je veux vous féliciter pour votre engagement, parce que c'est grâce aux entreprises et aux individus qui les composent, que ce soit les employeurs, que ce soit les collègues, parce que nous avons toutes et tous un rôle à jouer, que nous pourrons mieux repérer, mieux orienter et prendre en charge les victimes. Votre projet, chère Laurence, c'est ce que j'appelle véritablement, c'est ce qui s'intègre parfaitement dans ce triptyque vertueux que je souligne souvent, le rôle de l'État et des politiques publiques, les associations et les entreprises. Et je veux inviter l'ensemble des entreprises à poursuivre leur engagement dans cette lutte contre les violences. Et je vais conclure en vous disant, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, j'ai passé 30 années de ma vie dans le monde de l'entreprise. J'y ai vu ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus terrible. Et dans ce qu'il y a de plus beau, il y a la solidarité humaine. Et donner du sens à nos entreprises, c'est aussi ça, c'est donner la place à toute notre humanité. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Je pense, Laurence, que vous pouvez envoyer directement expliquer qu'il y a quelques années, FACE était un peu seul sur ce sujet. Oui, et merci Madame la Ministre pour vos mots, parce que d'abord, il nous donne une énergie phénoménale et il nous pousse à continuer. Alors, vous me saluez, vous saluez mon travail, mais c'est d'abord le travail d'un collectif, notre collectif, celui de FACE Agir contre l'exclusion, la Fondation Agir contre l'exclusion, qui s'est emparée du sujet en 2014, quand tout le monde était un peu frileux. Le monde professionnel n'était pas mature pour s'en emparer, pour commencer à parler du sujet, à faire quelque chose, à agir. À un moment aussi, on dit, voilà, mais c'est un sujet intime, ça reste dans le domaine privé, surtout, ne nous attaquons pas. Et grâce à l'Europe notamment, on a pu se lancer sur le sujet. Il faut rappeler, vous avez rappelé un chiffre édifiant, il y en a un autre. Les violences sont un fait de société. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné dans leur vie. Une femme sur 3. On pourrait juste arrêter notre webinaire à ce moment-là et commencer à travailler. Évidemment, peu de femmes osent dénoncer. Elles n'osent pas parler, elles n'osent pas faire appel d'une violence perpétrée par un proche, tel que leur conjoint. Il y a la peur.
et la honte, le sentiment de culpabilité qui est si fort, le manque de confiance, et puis qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ces mots et à qui je vais les partager? Les conséquences sont importantes à court, à moyen, à long terme. Les impacts sont monstrueux. On parle évidemment encore une fois de la peur, de la colère, de la honte, des émotions qui vont se projeter, avoir une prise sur toute la vie, y compris sur la sphère professionnelle. Et grâce au soutien de l'Europe, FAS, il y a quelques années donc, s'empare du sujet, le brandit avec beaucoup de courage et deux projets qui sont 6 écarts. Alors CAV, c'est Companies Against Gender Violence, et CIS, c'est Involved Companies to Cease Domestic Violence. Et merci à PSA et à Kerry de s'être engagés très tôt, parce qu'il fallait un fameux courage pour y aller. Et puis, à la faveur aussi du mouvement MeToo qui installe le sujet, qui permet, qui sert d'accélérateur de prise de conscience aussi au sujet de rentrer dans la sphère publique et d'être à tout de s'en emparer. Là, on se dit qu'il faut créer, qu'il est nécessaire de créer un réseau d'entreprises qui s'engagent contre les violences conjugales et qui vont agir parce qu'elles sont employeurs et elles vont créer le réseau One Issue Women, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors évidemment, le travail a avancé, les choses ont beaucoup progressé et grâce aux outils qu'on a pu créer, grâce aux expertises qu'on a pu acquérir, on s'est dirigé vers la question de la réinsertion socio-professionnelle des femmes victimes de violences conjugales parce que 64% des victimes ne sont plus en activité. Il fallait qu'on agisse comme une interface entre les acteurs impliqués. On est très nombreux, vous l'avez rappelé, pour fluidifier l'accompagnement vers l'emploi et permettre une insertion réussie. Et là, évidemment, on pense pérennité. De nouveau, l'Europe permet de soutenir les projets, de lancer ces projets. Je pense à Active et à Gospel qui sont encore en cours aujourd'hui. Ces projets nous permettent de travailler ensemble. Nous sommes des acteurs différents et nous devons nous rassembler parce qu'évidemment, on est tous conscients, pour travailler et traiter efficacement ces questions, avancer, faire progresser la cause, qui n'est pas qu'une cause philosophique, bien au contraire, il faut qu'on soit un collectif. Et voilà, donc on est là aujourd'hui. Du coup, Laurence, comment on en fait un sujet d'entreprise alors que, comme le rappelait Mme la ministre tout à l'heure, ça relève a priori de la sphère privée? Alors, pour plein de raisons, c'est précisément le travail de la Fondation de communiquer aujourd'hui sur le rôle de l'employeur. On parle de l'employeur pour assurer le maintien dans l'emploi de femmes victimes de violences conjugales, assurer leur insertion ou leur réinsertion dans la vie socio-professionnelle, parce que l'emploi, c'est l'autonomie pour elles. Être en emploi, c'est être libre, c'est être autonome. Parmi les victimes, et vous l'avez dit, vous avez recité le chiffre de salariés sur 6 ont déclaré subir, je le répète parce que c'est un chiffre important, déclarer subir ou avoir subi des violences conjugales avec des conséquences sur leur vie professionnelle, c'est énorme. On se base sur l'étude européenne de réseau One Issue Women que j'invite vraiment à relire. Bien sûr, c'est une étude qu'il faut prendre le temps, mais c'est important pour montrer tout l'impact des violences conjugales sur la vie professionnelle. Et si je peux me permettre, toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Absolument. Je pense que c'est important de le souligner. Absolument, ça n'arrive pas qu'aux autres. Absolument. Et comme vous le disiez, vous l'avez rappelé, les violences ne s'arrêtent pas à la porte de domicile, elles ne s'arrêtent évidemment pas aux portes de l'entreprise. L'agression peut se prolonger au travail. Alors je pense évidemment au cyberharcèlement, au mail, au coup de téléphone, à la pression de celui qui exerce un harcèlement sur la femme victime de violences conjugales. Et parfois même si c'est plus rare, le conjoint est sur le lieu du travail de la victime. Inévitablement, on sort, on quitte les frontières du privé, et toutes ces violences ont une répercussion sur la vie quotidienne. Et on parle de bien-être au travail, et on parle de ma vie dans l'entreprise, ma vie en tant que personne qui œuvre dans un collectif. C'est dans ce sens que le réseau One Issue Women tente aujourd'hui de le faire de manière assez forte, de montrer, de faire prendre conscience aux employeurs, aux entreprises, qu'elles sont parfois non seulement droit, on appelle ça l'échappatoire pour les victimes, d'être hors de portée de leur agresseur. Elles offrent un moment de répit, elles offrent à la victime un endroit où elle peut s'exprimer et peut-être
mener les premières démarches pour les démarches administratives, les démarches juridiques, pour en sortir, en tout cas pour appeler à l'aide. C'est précisément aussi le but du réseau One in Three de montrer que les violences ne s'arrêtent pas à la porte du domicile d'une entreprise, évidemment, et qu'elles engagent d'une certaine manière la responsabilité de l'employeur. Elles impactent les RH, les ressources humaines. Elles nécessitent une réponse qui permet d'accompagner la collaboratrice autant que faire se peut et la maintenir dans l'emploi. Et encore une fois, ça n'est pas de l'ingérence, c'est une responsabilité. Notre principal objectif, c'est de lever un tabou, et on a beaucoup progressé autour de cette question de la violence conjugale, des violences conjugales, de lever ce tabou pour assurer une prise en charge accrue, la meilleure prise en charge possible, et le plus possible, montrer que l'entreprise peut jouer un rôle important dans la sortie, et on pense toujours pérenne, de la sortie des violences, bien sûr. Il ne s'agit pas de remplacer les associations ou de prendre la place d'eux, il s'agit de prendre une place dans une chaîne où l'entreprise peut être un maillon terriblement efficace. On sait aussi que le maintien dans l'emploi, l'insertion réussie, permet aux femmes de regagner confiance en elles, de se redonner la force, l'énergie, d'assurer leur autonomie. On a parlé évidemment, on parle de liberté, d'autonomie personnelle, financière. On parle aussi de reprendre le contrôle sur sa vie. On parle de rompre l'isolement social. Et ça permet évidemment d'éviter de retomber, de retourner dans l'écosystème environnement nocif, toxique, qu'elles avaient auparavant à souffrir. Catherine, si vous permettez, juste pour... j'ai rencontré hier 2 jeunes femmes de 28 et 29 ans qui ont subi des violences conjugales. Et elles m'ont dit, l'une d'elles m'a dit, j'ai survécu grâce à mon travail. D'abord parce que grâce à mon travail, je savais que je pouvais partir et ne pas me retrouver à la rue, entre guillemets. J'avais un salaire et je pouvais prendre un appartement, mais elle me disait, mon seul espace de liberté où je pouvais oublier ce que je subissais à la maison, c'est quand j'étais avec mes collègues parce que j'avais l'impression d'être normale. Et bien sûr, c'est essentiel, c'est aussi un lieu d'expression. Oui, absolument. J'exerce, je participe. Et je ne suis pas qu'une femme qui subit des violences. Je suis plus que ça. Absolument. Absolument. Alors, peut-être du coup, si l'intervention est du côté terminée, Madame la Ministre, alors effectivement, pourquoi s'engager? Je propose nous avons plusieurs personnes, effectivement, représentants d'entreprises qui peuvent intervenir, qui sont membres du réseau One in Three Women. Ce que je vais peut-être proposer dans un premier temps, d'abord poser la question, qu'est-ce qui a motivé le fait que votre entreprise s'engage? Et je vais commencer par donner la parole à Céline Bonnet, qui est donc déléguée générale de la Fondation Kering, pour une première partie d'intervention très concrète. Merci Catherine, Madame la Ministre, chère Laurence, merci de m'avoir conviée à cette rencontre. Donc le groupe Kering est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes depuis 2008 avec la création de la fondation. Le groupe Kering, c'est un groupe de luxe qui rassemble 38 000 personnes dans le monde et c'est un groupe qui est engagé globalement sur la place des femmes via l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise et de ses marques, la promotion de la place des femmes dans le monde des arts et la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, Madame la Ministre, vous l'évoquiez en début d'intervention, l'engagement du groupe Kering est un engagement au plus haut niveau puisque c'est le président de Kering qui, en 2008, a souhaité que la fondation soit exclusivement dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Au vu effectivement des chiffres qui ont été évoqués, une femme sur 3 victime de violences au cours de sa vie, quelle que soit sa classe sociale, son origine ou sa culture. C'était une cause qui est aussi en ligne avec nos valeurs. On a 63% de femmes au sein du groupe et 80% de clientes. Donc le groupe Kering pouvait à la fois soutenir les femmes victimes de violences en travaillant avec des associations locales qui sont celles qui vont accompagner ces femmes au quotidien et puis donner de la visibilité à ce tabou. C'est toujours un tabou et c'en était encore plus un en 2008 comme vous en souviendrez.
Et donc, bien sûr, c'était notre responsabilité de faire de l'entreprise un endroit sûr et bienveillant pour les femmes victimes de violences en général et en particulier de violences conjugales qui souhaitaient en parler. En Europe, c'est 1 femme sur 4 qui est victime de violences conjugales. Donc, c'est un phénomène de société, on l'a dit. Les entreprises ont clairement un rôle à jouer de manière concrète et ensemble. Donc, c'est pour cela qu'en fait, le groupe Kering a souhaité partager ses bonnes pratiques et mobiliser d'autres entreprises pour les pousser à agir avec FACE en cofondant il y a quelques années donc le réseau One in Three Women. Et plus récemment, cette année, lors du forum Génération Égalité qui était co-organisé par la France et par ONU Femmes, nous avons eu l'honneur de rejoindre la coalition d'action sur les violences fondées sur le genre. Donc c'était vraiment un événement historique qui a rassemblé plusieurs parties prenantes, les gouvernements, des associations, des activistes et des entreprises. Et chacun d'entre nous se sont engagés pour différentes ambitions à l'horizon 2026. Et donc avec One in Three Women, nous nous sommes engagés à convaincre 50 nouvelles entreprises du secteur privé pour adopter et mettre en œuvre des politiques ou des dispositifs en interne pour lutter contre les violences conjugales en développant et en partageant un certain nombre d'outils concrets. Merci Céline. Alors, je vais passer la parole à Anne-Sophie Lingo, qui est donc la présidente du réseau SNCF Mixité. Pour effectivement, là, on est bien en cadre d'entreprise, on est une grande entreprise privée qui vient de s'exprimer. Maintenant, c'est une grande entreprise publique pour bien montrer que ce sujet est gérable et géré par différentes typologies d'employeurs. Chère Anne-Sophie, c'est à vous. Alors, vous nous avez demandé pourquoi est-ce qu'on s'est engagé. D'abord, on s'engage parce que c'est nécessaire. Vous l'avez dit, 1 femme sur 3 est concernée. Ça a un impact sur les femmes, ça a un impact également sur leurs enfants et cette situation est tout simplement insupportable. On s'engage aussi parce que les violences intrafamiliales ont un impact sur la vie professionnelle. 54% des femmes victimes de violences en Île-de-France ont une activité professionnelle. Et ça présente un risque pour l'entreprise, un risque de perte d'efficacité, un risque lié à la sécurité. Dans une entreprise industrielle comme la nôtre, on ne peut pas forcément se permettre d'être préoccupé parce que ça occasionne un manquement aux règles de sécurité et un danger très concret. Ça peut occasionner un risque de retard, d'absentéisme qui désorganise la production. Et puis, on s'engage parce que les entreprises peuvent avoir un impact fort, vous l'avez dit. Et moi, je voudrais citer un exemple réel d'une mère avec 2 enfants qui travaille à la SNCF et qui subissait des violences physiques et des insultes de la part de son conjoint. Et elle a choisi d'en parler avec son manager, avec qui elle avait une relation de confiance. Et il avait entendu parler du rôle de l'action sociale de SNCF dans ce domaine. Il a pu très facilement monter un rendez-vous avec une travailleuse sociale de SNCF qui a accompagné la salariée dans le dépôt de plainte, dans le relogement en urgence. On a des places dédiées dans notre parc immobilier pour ça, qui l'a aidé à ouvrir un compte en banque, à modifier son salaire pour qu'il soit viré sur un compte personnel, etc. Et puis, quand elle a repris le travail suite à un arrêt, elle était très inquiète que son conjoint vienne sur son lieu de travail. Et son manager et ses collègues ont fait bloc, ils l'ont rassurée par rapport à ce risque-là, et ils lui ont dit que concrètement, ils pouvaient compter sur elle, elle pouvait compter sur eux, pardon. Et on voit ainsi, par cet exemple, tout le rôle que peuvent avoir le manager et les collègues quand ils sont sensibilisés, quand ils savent repérer ce type de problématique et qu'ils savent à qui s'adresser. Magnifique. Ce sont de magnifiques exemples et vos 2 témoignages, mesdames, nourrissent mon cœur, vraiment. Alors, on va en avoir un 3e, puisque donc, Julie Etienne nous a rejoint, qui est donc conseillère en économie sociale et familiale à l'agence Irilia de Toulon. Et donc là, on change de catégorie d'employeur sur une petite structure, et ce n'est pas une insulte de parler d'une petite structure, parce que c'est quand même la grande majorité du tissu économique en France. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Merci en tout cas et excusez mon arrivée en décalé. Bonjour à vous toutes, bonjour Madame la Ministre, je suis très contente d'être parmi vous.
Je suis effectivement conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'agence de Toulon Erilia. Donc, Erilia est un bailleur social à rayonnement national avec plus de 65 000 logements gérés sur le territoire national. Plus particulièrement, donc, j'interviens sur le département du Var pour lequel nous gérons environ 5 000 logements sur ce département. Donc, en tant que travailleur social au sein de l'agence, c'est vrai que j'ai pour mission d'accompagner plutôt nos locataires dans le cadre des difficultés d'ordre financier et autres qu'ils peuvent rencontrer. Toutefois, l'année dernière, lorsque mon directeur d'agence a été sollicité par FAS Var pour l'engagement de l'agence de Toulon sur la signature de cette charte, il m'a assez naturellement confié la mission de poursuivre la coordination de cette action. Et aujourd'hui, effectivement, je suis ravie de pouvoir mettre en œuvre, malgré le contexte, ce plan d'action. Donc, au niveau de l'agence de Toulon, ça représente 47 salariés qui sont répartis entre des salariés administratifs sur le siège à Toulon au niveau de l'agence et des salariés de terrain en tant que gestionnaire d'immeubles. En termes de ratio, on est à peu près à 50% de ratio hommes-femmes, avec une prédominance de personnel féminin en personnel administratif et de personnel masculin sur les agents de terrain. Donc, en tant que travailleur social, effectivement, de par les qualités professionnelles pour lesquelles je mets en œuvre mes actions, j'ai été désignée comme référent au niveau de ce programme sur la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que sur une petite structure, c'est encore plus délicat, si je puis dire, parce que forcément, nous passons beaucoup de temps sur notre lieu de travail et les relations entre le personnel et le professionnel sont parfois très fortes, que nous pouvons mener au fil des années. Et on sait très bien que ce genre de problématiques que peuvent vivre nos collaboratrices ont une répercussion encore plus forte sur des petites structures parce qu'il n'est pas possible de masquer cela lorsque ça vient perturber un quotidien au niveau du travail. Donc l'année dernière, suite à la signature de la charte, chaque référent de ces entreprises sur le Var ont été conviés à une session de formation par donc Chantal Molinès, qui est la déléguée départementale pour le droit des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes, accompagnée de l'association Aviv, qui est une association d'aide aux victimes sur le Var et qui intervient dans le champ de la violence conjugale depuis maintenant très longtemps. Cette formation a permis aux référents d'acquérir une base sur l'apport théorique de ce que peuvent générer les violences au sein du couple et de l'impact que cela peut avoir au niveau de l'entreprise et surtout comment on peut aussi être amené à les repérer par des éléments peut-être et des signaux faibles au-delà de la personne qui pousse la porte du bureau pour venir se confier. Donc, le contexte ne nous a pas permis de mettre en œuvre toutes les actions que l'on aurait voulu parce que notre petit nombre nous permettrait d'aborder les choses peut-être de manière plus franche autour de petits déjeuners, de débats. Donc, pour le moment, on a affiché donc pas mal de communication sur les murs, dans des endroits un petit peu plus intimes que le hall d'accueil de l'agence. Donc, ça va être au-dessus de la machine à café, ça va être dans le coin courrier où il y a la possibilité pour la personne de prendre le temps de regarder cette affiche et de voir écrit que je suis effectivement désignée comme référent. Ce rôle de référent, il est important parce que nous avons mis en place un lien direct avec la psychologue de cette association dont je vous parlais. L'objectif étant, si une collaboratrice ou un collaborateur venait pousser la porte de mon bureau pour faire part de cette première communication sur ce qu'il ou elle vit, c'est la possibilité de pouvoir tout de suite le mettre en lien directement avec une réponse directe. Voilà, c'est pas tu as la possibilité d'appeler telle ou telle association, tel numéro. Non, c'est j'ai identifié quelqu'un que je connais physiquement, par laquelle j'ai été informée de sa compétence et je souhaite te mettre en relation avec elle.
Le but étant de ne pas non plus être trop immiscé dans ces difficultés-là, parce que en tant que collègue, il faut aussi savoir mettre cette distance et ne pas être en capacité de s'investir totalement dans la difficulté. La personne doit aussi pouvoir se saisir du rythme avec lequel elle souhaite mettre en œuvre les actions par rapport à ce qu'elle vit. Donc cette mise en relation directe est pour nous très très importante et les collègues ici savent que de par mon métier, j'ai cette facilité peut-être d'écoute et de pouvoir réceptionner les informations de manière différente qu'un manager ou quelqu'un de plus haut placé dans la hiérarchie. Donc ça, c'était vraiment très important. J'espère que dans les mois à venir, nous pourrons remettre en œuvre ce plan d'action par des animations et j'aimerais beaucoup faire venir la psychologue de cette association au sein de l'agence pour qu'elle puisse parler de son travail au quotidien. Voilà. Donc c'est une petite structure avec des liens plus intimes entre les collaborateurs, mais pour autant, cette intimité et cette proximité ne doit pas faire oublier que, avec tout ce que d'autant plus dans ce contexte, les fragilités sont présentes et elles le sont partout. Et j'avais envie aussi de terminer mon propos en vous parlant d'une action que nous avons mis en œuvre, alors cette fois-ci un petit peu plus dans notre rôle de bailleur social, puisque depuis l'année dernière, dans le cadre de l'appel à projet des 10 logements accompagnés, nous avons créé un projet avec CHRS de Toulon, puisque nous nous sommes engagés à loger dans un premier temps, c'est 3 logements par an pendant 3 ans et de faire accéder en bail direct des femmes victimes de violences conjugales avec enfants mineurs qui se trouveraient dans un CHRS, mais pour lequel il n'y a aucune raison de rester dans ce dispositif d'urgence. On sait que ce sont des femmes qui sont amenées à quitter les domiciles conjugales d'urgence et qui, pourtant, n'ont pas forcément d'autres problématiques qui pourraient être prises en charge par le CHRS. Et l'objectif, c'est de pouvoir les faire accéder au logement en tant que locataires le plus vite possible pour retrouver un espace sécurisant. Nos gestionnaires d'immeubles sont informés succinctement de la fragilité que peuvent ressentir ces femmes-là. Et nous sommes vraiment très contents puisque c'est la 2e année de mise en œuvre de ce projet. Nous avons déjà relogé 5 femmes avec enfants sur notre patrimoine et elles sont très contentes et elles sont prises en charge pendant 1 an suite à la signature du bail en fonction de leurs besoins, bien entendu. Et ça, c'était pour nous aussi très important sur notre département de pouvoir flécher l'accès au logement au plus vite et surtout directement de ces femmes-là. Alors, continuons justement sur, Marie, si vous voulez intervenir, mais c'est génial, bravo. Continuons justement sur la question des accompagnements. Tout à l'heure, Anne-Sophie Nonglouf, vous avez évoqué effectivement la situation de cette mère de famille et le rôle effectivement du manager. Peut-être qu'on peut le compléter justement avec le travail qui a été fait avec l'assistante sociale, comment tout ça peut se faire pour aussi libérer la parole et que la personne ose, une fois qu'elle en a parlé à son manager, elle ose aller plus loin, à faire remonter son sujet dans la hiérarchie de la SNCF. Oui, il y a effectivement à la SNCF un réseau de 350 travailleurs sociaux, psychologues, personnels médicaux et paramédicaux qui sont implantés sur l'ensemble du territoire. Et du coup, ça permet d'avoir des correspondants qui sont bien identifiés et auxquels les managers peuvent faire appel. Et donc là, très concrètement, le manager qui avait entendu parler du sujet a contacté la travailleuse sociale qui est sa référente, lui a expliqué la situation. Elle a dit, on va essayer rapidement de monter un rendez-vous parce que il vaut mieux le faire tout de suite en fait quand la personne est prête. Elle a réorganisé son agenda et le manager est revenu vers la femme en question en lui disant il y a un rendez-vous demain à 11h, est-ce que ça te convient de rencontrer une travailleuse sociale, elle va t'accompagner, elle va t'aider. Et c'est ce premier mouvement qui a permis ensuite à la travailleuse sociale de faire tout ce qu'elle sait faire avec brio pour vraiment accompagner la personne victime de A à Z. Peut-être pour faire un commentaire là-dessus, chère Anne-Sophie, parce que c'est vrai que la SNCF est un groupe tellement énorme. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir ce genre de structure, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, on a parlé des PME, et on sait PME, TPE, on sait que c'est quand même la plus grande entreprise de France. Moi, je voudrais quand même mentionner le fait que, toutes les entreprises n'ont pas ce genre de structure.
de tous les managers, quand bien même les entreprises ont la structure, ne se sentent pas à l'aise pour se saisir de ces questions. 3, beaucoup d'entreprises continuent de se dire « c'est pas mon sujet, c'est pas mon affaire, je dois pas m'en mêler ». Et je voudrais dire qu'il y a des solutions pour ça. C'est-à-dire que même si au sein de l'entreprise, il n'y a pas des solutions adaptées, où les managers ne sont pas formés, où les ressources humaines ne sont pas prêtes, où même les personnes n'osent pas en parler parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache au sein de leur cadre professionnel qu'elles sont victimes de violences, il faut que les entreprises puissent au moins communiquer les dispositifs publics qui existent pour pouvoir accompagner ces victimes. Moi, je pense que ce qu'il est important, parce que parfois, il faut donner la liberté à ces femmes. Certaines subissent ces violences et elles ont juste besoin d'avoir accès à leurs droits. D'autres veulent partir. Il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux d'urgence. Et de tous ces niveaux-là, il faut pouvoir répondre aux besoins le plus spécifiques de ces femmes. Parfois, ça se traitera au sein de l'entreprise, parfois, ça se traitera à l'extérieur. Et c'est aussi dans ce cadre-là que nous avons besoin d'outiller les entreprises avec tous les dispositifs qui existent à l'extérieur pour qu'elles puissent les renvoyer vers les associations comme FAS ou comme la Fédération nationale Solidarité Femmes ou comme d'autres structures. Ce qu'il est essentiel, c'est de ne pas les laisser seuls et c'est de ne pas se dire « c'est pas mon sujet ». C'est vraiment, nous, notre rôle en tant qu'État, c'est de vous donner les moyens de pouvoir, quand vous n'avez pas de solution en interne et quand on est une entreprise de 10 personnes, on n'a pas une personne pour s'occuper d'une femme qui subit des violences. Ou même la femme n'a pas envie d'en parler. Donc c'est vraiment d'avoir un vaste panel de solutions qui puissent répondre à différents besoins en fonction de l'état dans laquelle la femme ou la victime de ces violences, parce qu'il y a aussi les hommes, la victime de ces violences puisse se sentir prise en charge à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Alors, merci effectivement. Alors, on va continuer d'abord avec Corian et puis on reviendra après avec toi, Céline. Céline, bonjour, vous êtes directrice régionale IDF Est. C'est aussi intéressant de voir comment on procède quand un groupe comme Corian, qui n'est peut-être pas aussi gros que d'autres grands groupes, comme le SNCF, néanmoins est un groupe important, et surtout a de multiples sites de tailles très différentes, et comment on gère un réseau d'établissements, soit résidents seniors, soit de maisons de retraite, voilà, comment on gère ça localement. Il serait intéressant d'avoir votre témoignage sur ce que vous avez pu mettre en place et votre propre ressenti aussi de votre vision de directrice régionale. Ah, on n'entend pas le son. Micro. Allez-y. Votre micro est fermé. Le micro est fermé. Hop, ça y est, voilà, excusez-moi. Donc bonjour Madame la Ministre, bonjour Mesdames. Et je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui sur ce sujet qui est extrêmement prégnant et important dans notre vie de tous les jours et dans notre vie professionnelle en particulier. Donc Corian mène différentes actions sur le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a effectivement cette charte qui a été signée par notre grande patronne, Madame Boissard, en 2019, sur la charte One in Three, qui est donc portée par le réseau FAS. Il y a également des actions qui sont menées en France en lien avec le texte de la charte. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser, Corian, ça représente à peu près 20 000 salariés en France et 455 maisons. Donc, c'est à la fois une très grande entreprise et à la fois, ce sont ces 455 PME. À chaque fois, c'est entre 50 et 100 collaborateurs dans une maison. Il y a 455 maisons en France. Et ce sont des métiers qui sont très, très majoritairement exercés par des femmes. Et ce sont des métiers du prendre soin de personnes fragiles. Et donc, la stabilité émotionnelle des personnes qui prennent soin est d'autant plus importante. Donc, je reviens sur les actions qui ont été mises en place. Donc, évidemment, la signature de la charte avec le réseau FAS.
mais aussi des partenariats avec la Maison des Femmes dans le département 93, qui est une maison qui accompagne les femmes à 360 degrés, donc vraiment avec tous les métiers dont une femme en situation de vulnérabilité pourrait avoir besoin. Avec l'association Lawyer for Women aussi, qui est un réseau d'avocats qu'on peut solliciter et qui intervient de façon très très rapide quand on en a besoin, mais aussi l'ONU Femmes en France. Il y a également des assistantes sociales à l'intérieur du groupe et une formation en e-learning pour les managers et pour toutes les personnes, pour un certain nombre de collaborateurs, notamment pour sensibiliser les équipes, faire prendre conscience du problème et inciter les femmes à oser dire, et pouvoir donner aussi des informations sur les aides possibles. Donc il y a des formations qui sont organisées par la Fédération nationale de la solidarité femmes en partenariat avec l'association FAS. C'est des formations qui ont été suivies par tous nos responsables RH régionaux, mais aussi par les directeurs régionaux, dont je fais partie. Donc, il y a les modules de e-learning, toujours pareil, qui ont été réalisés en partenariat. Et là, on prévoit une grande campagne de communication Orange, donc la semaine du 25 novembre au 10 décembre, en partenariat avec ONU France, donc où on va porter des t-shirts Orange dans les établissements. On va communiquer plus fortement sur une fiche sur les dispositifs existants, déterminer des référents éthiques, mais qui couvrent aussi le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes, renforcer la communication sur l'e-learning, mettre des écrans de veille sur les ordinateurs en lien avec la thématique et intégrer complètement la semaine de la lutte contre les violences faites aux femmes dans nos agendas, au même titre qu'on a d'autres semaines thématiques en lien avec la sécurité. Et donc, je voulais témoigner d'une situation très concrète à laquelle j'avais été confrontée récemment. Donc, pour rejoindre ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, c'est une collaboratrice qui est arrivée un lundi en pleurs sur son lieu de travail et qui s'est ouverte auprès de son manager parce qu'elle avait déposé plainte contre son conjoint qui la battait et qui la veille avait aussi battu sa fille, et c'est ce qui l'avait aidé à sauter le pas de déposer plainte. Et elle était revenue chez elle avec son conjoint qui était toujours aussi agressif, et elle n'avait pas conscience que les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. C'est-à-dire que le commissariat, quand elle est allée déposer plainte, a donné un rendez-vous à son conjoint une semaine après. Et donc la question, c'était comment gérer entre le dimanche et le vendredi où il avait son rendez-vous. Donc, on a immédiatement sollicité l'association Lawyer for Women, qui a pu expliquer ses droits de façon très pragmatique à la salariée, l'expliquer aussi au manager qui a pu aussi accompagner la salariée. Malheureusement, ça a été un petit peu compliqué pour aller retourner au commissariat pour obtenir une mesure d'éloignement. Ça n'a pas été bien compris, en tout cas par les personnes, ses interlocuteurs. Donc là aussi, l'avocat a dû encore intervenir pour expliquer aux agents de police comment s'y prendre pour qu'il puisse y avoir une mesure d'éloignement immédiate entre cette collaboratrice qui avait droit de rester à son domicile. Entre-temps, le temps que tout ça se fasse a pris 48 heures, c'est-à-dire l'association est intervenue, mais immédiatement dans l'heure. Mais le temps que le commissariat comprenne, qui communique avec le mari violent, on a pu héberger la chef des services a hébergé la collaboratrice chez elle avec sa fille. Et ensuite, la mesure d'éloignement a pu être concrètement réalisée, donc par l'intermédiaire du procureur, et elle a pu retourner à son domicile. Mais concrètement, ça a été quand même un combat qui a été mené grâce à cette chaîne de solidarité entre le chef de service, la directrice de la maison et l'association, pour arriver à faire appliquer
ce qui aurait dû être naturellement appliqué. Et donc, d'abord, je voulais souligner l'importance, effectivement, de la sensibilisation des chefs de service à cette cause-là, mais aussi à faire connaître les droits, savoir à qui s'adresser, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes victimes qui savent pas à qui s'adresser, elles savent pas, elles sont perdues, et elles sont tellement perdues que elles pensent même pas au numéro de téléphone qui est affiché dans la salle de pause. Et donc, il y a vraiment un rôle très très important de détection, donc pour identifier, orienter et soutenir les personnes qui sont dans ce processus-là. Et le succès du processus tient aussi à cette chaîne de solidarité. Voilà. Bon, heureusement, je ne sais pas ce qui se serait passé si elle était restée chez elle jusqu'à la date de convocation de son conjoint. Je ne suis pas sûre qu'elle serait encore vivante aujourd'hui. Il se trouve que son conjoint, quand il a été convoqué, il finalement est allé au rendez-vous, il a explosé, il a été extrêmement agressif aussi pendant le rendez-vous, donc il a été mis en garde à vue. Et puis maintenant, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Et maintenant, la grande angoisse de cette salariée, c'est de savoir quand il va sortir de prison, qu'est-ce qui va se passer pour elle. Et donc, c'est comment nous, entreprises, on accompagne aussi pour qu'elle puisse rester dans l'emploi, pour que sa fille continue d'avoir une place en crèche à côté de chez elle, et comment on l'accompagne, on la soutient pour qu'elle puisse s'adresser aux bonnes personnes dans l'accompagnement psychologique de sa reconstruction, et ensuite, comment on met ça en place sur du long terme en tant qu'employeur. Voilà. Si. Alors, on voit bien effectivement, je donne la parole à Céline Donner pour Kering, qu'il faut bien des programmes, des process très aboutis en amont au sein des groupes, en tout cas on parle de grands groupes, des grandes entreprises, en sachant qu'on doit plus descendre vraiment sur le terrain, comme vous venez très justement de nous l'expliquer. Juste si je peux dire une chose. D'abord, Sabine, merci pour votre témoignage, parce que ce sont ces cas concrets finalement qui nous montrent le diable est dans le détail. Et moi, je pense à une entreprise qui peut se dire « Oh là là là, on ne va pas mettre les mains dans l'engrenage, d'abord parce que ce n'est pas notre cœur de métier, ça va nous demander beaucoup de temps, beaucoup de ressources, on ne les a pas, on ne veut pas s'en mêler. » Parce qu'il ne faut surtout pas les décourager avant même qu'elles ne commencent. Vous avez partagé cet exemple c'est l'association qui explique à la police ce qu'elle doit faire pour aider les... Et c'est vrai, je ne sais pas il y a combien de temps que cette expérience, que vous avez vécu cette expérience, mais il faut que vous sachiez que nous avons formé, parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont directement en lien avec ces femmes victimes de violences, mais qui n'avaient pas véritablement été formés sur les questions de violence. Moi, je dis toujours, on ne prend pas une plainte pour violence ou pour conjugale ou pour viol de la même manière qu'on prend une plainte de vol de vélo. Mais si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas le savoir. Et dans les mesures du Grenelle des violences, ce qui avait été décidé, c'était de former les policiers à la prise de plainte de violence conjugale, parce qu'en plus, c'est pour beaucoup de femmes la première fois qu'on les reconnaît en tant que victimes. Donc, on a formé presque 90 000 policiers à tous ces processus. D'abord, comment accueillir la femme victime de violence, comment prendre sa plainte, comment la prendre correctement, parce que après, quand elle va aller au tribunal, c'est ce qui va faire qu'elle va être bien traitée ou maltraitée. Donc, vraiment, merci de me donner l'occasion de préciser cela. Il y a un besoin fondamental de former les personnels, les policiers, les gendarmes, la justice, mais aussi les personnels de santé, toutes ces personnes qui sont en lien avec ces femmes victimes de violences. Et la deuxième chose, je ne veux pas décourager les entreprises et qu'elles ne se disent pas on ne va pas y aller parce que c'est trop compliqué, on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça aussi qu'il faut leur donner, encore une fois, cette boîte à outils qui leur permettent de se libérer et de s'appuyer sur des associations comme FAS, comme la FNSF que vous avez citée, et plein d'autres. Merci beaucoup, Sabine. Merci à vous. Céline Bonnet. Je te laisse. Écoutez, merci Madame la Ministre, parce que
Je souhaitais revenir rapidement quand même sur le début du processus au sein de Kering. Et nous, on a commencé en 2011 à former justement les collaborateurs du groupe aux violences conjugales et à leur impact sur le monde professionnel. C'est suite à des discussions avec l'association Solidarité Femmes, donc qui en France gère le 3919 notamment et accompagne les femmes victimes de violences. Et on a décidé de co-créer une formation de 3 heures pour que nos collaborateurs, les RH, les représentants du personnel, les managers comprennent ce qu'était le cycle des violences, l'impact sur les femmes et comment le lieu de travail pouvait les soutenir quand ces femmes le souhaitaient. Il est important de former les hommes et les femmes à ce sujet et au plus haut niveau. Nous, on a formé aussi nos membres de COMEX. Et comme l'évoquait Anne-Sophie, l'idée, c'est vraiment d'avoir une référence directe. C'est-à-dire que quand on a des cas de collaboratrices qui viennent vers nous pour demander un soutien, on a un lien direct avec les associations dont nous sommes partenaires en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est elles, au final, qui vont faire l'accompagnement psychologique, juridique, les questions d'hébergement, etc. Et donc, on a partagé ces modules de formation avec l'ensemble des entreprises du réseau One in Three. Et donc, les entreprises qui voudraient à l'avenir rejoindre le réseau One in Three ont aussi accès à ces formations de 3 heures. Je voudrais quand même mentionner que au cours donc de ces 9-10 dernières années, on a fait ces formations sur une session de 15 personnes. Vous avez à chaque fois entre 2 et 4 personnes qui témoignent soit de violences subies dans le passé, soit lorsqu'ils étaient enfants. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement prégnant. Donc dans les entreprises du réseau One in Three, certaines ont intégré les violences conjugales aux accords d'entreprise et d'autres ont mis en place des politiques globales. Donc les process sont différents en fonction de chaque entreprise et l'idée c'est de pouvoir proposer des dispositions spécifiques qui sont adaptées à la situation et aux besoins de chaque femme. Donc vous pouvez avoir par exemple dans les politiques que nous avons mises en place en début d'année au sein du groupe Kering, des horaires de travail flexible, la planification de la sécurité de la femme, l'éventuel changement de lieu de travail, une aide financière si besoin, des choses très simples comme la possibilité de mettre un bureau à disposition pour que la femme reçoive les conseils de l'association ou de la travailleuse sociale sur site parce que c'est plus compliqué pour elle dans des horaires contrôlés par un conjoint d'aller en association. Et puis, on peut aussi donner des jours de congé additionnels. Donc voilà, donc pour moi le rôle de l'entreprise est vraiment proactif, il faut parler du sujet, je reviens et je rejoins les interventions précédentes sur la sensibilisation, sur les différentes formes de violence conjugale, sur le fait qu'elles concernent tous les milieux sociaux et pour l'entreprise d'être en capacité de répondre de manière rapide et adaptée en lien avec le secteur associatif. Et pour conclure, je voulais mentionner la convention de l'Organisation internationale du travail qui a été adoptée, la convention numéro 190, qui a été adoptée en juin 2019, qui va être ratifiée peu à peu par les différents États et qui englobe spécifiquement les violences conjugales et leurs liens avec le monde professionnel. Donc tout ça va dans le même sens et l'idée au niveau de One in Three, c'est au-delà de tout ce qu'on a accompli et des boîtes à outils disponibles en France, c'est aussi d'internationaliser notre action dans un premier temps en Espagne et en Italie. Merci beaucoup Céline. Alors, il va falloir qu'on conclue parce que malheureusement, parce qu'on a encore des choses à dire. Absolument. Alors peut-être qu'on pourrait juste, Laurence, un petit point d'étape sur, pour répondre concrètement à la question du logement, comment sortir de l'hébergement d'urgence et le logement, issu de la charte, et puis le mot de la femme, bien sûr, pour vous, Madame la Ministre. Juste un tout petit mot, si vous me le permettez, parce qu'on parle d'exemples très concrets. J'ai quand même envie de citer 2 toutes petites choses, enfin qui ne sont pas du tout des petites choses, qui sont des exemples très concrets de ce qui se passe aussi dans les entreprises. Et on l'a vu, hein, c'est le partage des collectifs, l'intelligence collective, la mise en place d'outils, le partage de bonnes pratiques qui fait que nous avançons. Et que certes, ce sont les grands groupes qui se sont emparés de la question, peut-être pas en premier, mais en tout cas avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie, mais leurs outils servent aux PME et aux TPE. Je pense par exemple au coffre-fort numérique, qui est un outil exceptionnel et hyper pratique qui a été mis en place notamment par BNP Paribas et qui donne
la possibilité à ses salariés de ranger dans un coffre-fort numérique tous les papiers administratifs qui seront nécessaires pour un prochain départ. En tout cas, on le souhaite vivement. Également, citer L'Oréal qui, et comme tu disais, Céline, l'engagement est très fort et durable. Et L'Oréal va jusqu'à porter ses engagements vers ses partenaires, vers ses parties prenantes, vers ses prestataires, et y compris évidemment vers les frontières françaises. On peut s'engager à tout niveau. Je voulais juste le dire. Sur le logement, c'est très important puisque, vous l'avez compris, hein, ce réseau One Industry active, agit et réfléchit. Et un groupe de travail logement a été mis en place depuis juillet 2020, donc depuis un petit peu plus d'un an, sur la problématique du logement pérenne versus évidemment hébergement d'urgence. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès au logement pérenne et relevant finalement les freins principaux qui empêchent les femmes aujourd'hui de sortir éventuellement de l'hébergement d'urgence et d'accéder à un logement pérenne. Alors on a travaillé avec Action Logement, avec le soutien d'Action Logement, de la Fédération nationale Solidarité Femmes, de Women's Safe, de la Maison des Femmes, de l'Association Une Femme un Toit, évidemment aussi avec les travailleurs sociaux dont on a parlé tout à l'heure, pour vraiment mettre le doigt sur les freins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Trois freins principaux, c'est cette obligation de qui nécessite des réponses concrètes. C'est le non-accès au parc social pour les victimes qui sont copropriétaires, et bien sûr, il y en a. Et c'est, alors le mot est un peu abscon, c'est la non-éviction systématique du conjoint, c'est-à-dire le conjoint est à la maison, est-ce que c'est vraiment à la femme victime de quitter le domicile? Eh bien, peut-être pas. Voilà, toutes ces questions peuvent trouver des réponses concrètes. Et j'avais envie de revenir sur le mot de Céline, c'est un peu ma conclusion aussi, qui parlait d'espace bienveillant. L'entreprise est un espace bienveillant et doit l'être. Espace bienveillant et ça doit être sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut créer les conditions du partage de la parole. Et vous disiez, Madame la Ministre, c'est le premier pas qui compte, ce sont les premiers mots, la première intention. Il faut que ce soit reçu et accueilli. Donc il faut créer les conditions d'un accueil bienveillant. Et il faut que cela soit su pour que la victime puisse en confiance et en conscience aller vers un manager, une RH, un travailleur social, un collègue, une collègue, et parler de ce qui lui arrive. Donc savoir, être et faire savoir. Et c'est aussi le rôle d'un réseau comme One Industry Women. Alors évidemment, je pourrais vous dire, aujourd'hui, il faut que vous veniez tous signer la charte One Industry Women pour porter les engagements des entreprises, mais on n'a pas besoin de le dire, je pense que tout le monde l'a compris, et les exemples qui ont été partagés par toutes les entreprises ici et par nos amis, parce que c'est vraiment un collectif de femmes qui parlent, et quand même des hommes qui travaillent avec nous et qui échangent, qui partagent des bonnes pratiques et qui sont à l'œuvre, sont suffisantes pour montrer aussi qu'on a avancé, qu'on n'a pas terminé, bien sûr, mais que des choses sont en route. C'est un travail collectif, vous avez raison de le souligner. Eh bien, je vais peut-être conclure en vous disant merci, parce que ça me paraît être le fondamental. Je pense que c'est toute la société qui doit se saisir de ces questions des violences et vous montrer remarquablement la manière dont vous pouvez le faire, certains plus en avance que d'autres, mais cette impulsion que FACE a donnée à ce sujet dans le monde de l'entreprise est remarquable, et après, il faut que les entreprises suivent. Et quand je vois des entreprises comme Kering qui se disent on va aller convaincre 50 autres entreprises et leur montrer que c'est possible, ça me paraît extrêmement important. Donc vraiment, merci à chacune de vous de porter ce message au sein de vos entreprises, mais merci à vos patrons, parce que c'est encore souvent vos patrons, de s'engager avec vous, parce que sans leur soutien, vous ne pourriez pas y arriver. Et je veux vous dire que, évidemment, il est hors de question que l'État se décharge sur les entreprises d'un sujet aussi
important et colossal que celui-là. Et je veux vous dire que nous avons, nous aussi, notre part du travail à faire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'avec Elisabeth Borne, nous avons travaillé main dans la main avec les entreprises pour intégrer la problématique des violences au plan de santé au travail. Il y en a qui s'étaient déjà emparés de la question et qui nous ont pas attendu, mais il y a des entreprises qui étaient encore un peu en retard là-dessus. Au plan régionaux de santé au travail pour réduire au maximum les conséquences de ces violences sur la vie des salariés et des victimes en particulier. Je veux aussi vous dire qu'on a parlé tout à l'heure du logement pérenne, et merci, chère Laurence, pour les propositions que vous nous avez faites justement pour avancer sur ces questions-là. Mais je veux vous dire que on a mis par exemple en place la garantie visale pour aider ces femmes qui, lorsqu'elles trouvent un logement, ont besoin d'une garantie pour pouvoir prendre le logement parce que les propriétaires ont besoin de garantie, parce qu'il y a encore des discriminations sur les femmes qui sont en victime. Donc c'est une double peine sur laquelle l'État a voulu les accompagner. Pour les entreprises directement, je veux que vous sachiez que nous avons mis en place beaucoup d'outils de communication que nous tenons à votre disposition. Et d'ailleurs, le 25 novembre dernier, des entreprises comme Lidl, comme Casino, comme Monoprix se sont emparées de ces outils de communication. Lidl nous a même offert sa 4e de couverture pour pouvoir parler de tous les dispositifs de 3919, arrêtonslesviolences.gouv.fr, parce que c'est encore beaucoup des femmes qui font les courses, et que donc elles pouvaient avoir accès à ces informations-là. On a aussi, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, le rôle de repérage des femmes victimes de l'entreprise est important, et pouvoir communiquer aux victimes ces dispositifs qui existent est important. Et donc plus on vous en fera part et plus on vous partagera tout ce qui existe, parce que mon Dieu, il existe beaucoup de choses. Et encore une fois, je suis bien consciente que ça n'est pas votre cœur de métier, donc il faut absolument qu'on vous facilite la vie sur cette question. Et puis, je voudrais finir peut-être simplement en vous disant que, bien sûr, beaucoup d'entre vous avaient mentionné la nécessité d'aider ces femmes parce que cela a un impact sur leur travail au quotidien. Mais je veux vous redire, et puisque nous sommes entre femmes, nous pouvons l'entendre, 1 in 3. 1 in 3. Ça veut dire que chacune de nous connaît ou peut se douter qu'il y a autour d'elle une femme qui est en souffrance. Et rien que pour ça, il ne faut rien lâcher. Ça pourrait être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur, ça peut être... On ne peut plus tolérer ces violences. Elles sont maintenant sur la table. Pendant des décennies, les femmes ont souffert, elles en sont mortes. Maintenant, encore une fois, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Et je suis convaincue que cette chaîne de solidarité peut tout changer. Donc, merci du fond du cœur pour vos actions et nous sommes à vos côtés. Bravo, continuez et avançons ensemble. Et vraiment, merci Laurence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine. Merci. Et je vous dis à très bientôt.